Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Masque Pater. Maston Pater, excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue les bilans d'intersaison. Ça y est, on a entamé la deuxième partie des bilans. Après les Panthers hier, on enchaîne avec un nouveau félin, et ça sera du coup les Jaguars aujourd'hui. Pour ce faire, avec moi, membre du Front Office, Alexandre. Comment vas-tu, Alexandre ? Salut PA, salut tout le monde. Très content d'être là à nouveau pour parler d'une franchise sous le soleil, on va dire. Là, il fait beau là-bas, c'est toujours sympa. Tu vas regarder les matchs. Tu sais que ça s'arrête en décembre la saison à peu près, mais au moins tu as kiffé ta saison. Et puis voilà, non mais en tout cas, c'est très content d'être là pour parler des Jacksonville Jaguars. Et puis on a un invité qui a l'air d'avoir des choses à dire sur son équipe, donc ça va être très sympa à écouter. Exactement. Et du coup, notre invité qui tient le compte Jaguars France sur Twitter X, Antoine. Comment vas-tu, Antoine ? Salut les gars, salut tout le monde. Ça va très bien, hein. Je suis très content d'être avec vous et d'être votre invité. Avec grand plaisir. Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, compte Twitter, qu'est-ce qui t'a fait aimer cette franchise des Jaguars ? Est-ce que c'est la piscine dans le stade ? Est-ce que c'est autre chose ? Moi je m'appelle Antoine, je tiens le compte Jaguars France, donc un compte informatif sur les Jacksonville Jaguars. Du coup ça fait un moment que je tiens le compte. J'ai été fan des Jaguars avant de créer le compte parce que j'ai vu des collègues popper et je me suis dit pourquoi pas, moi j'ai envie de parler de ma franchise. Ce qui m'a fait aimer les Jaguars, c'est tout simplement un jeu vidéo. À l'époque c'était 2K, je pense que ça a disparu, mais c'était 2K 2005, c'est l'équivalent 2005 je crois. Tout simplement j'ai vu des félins, donc tu parlais des félins en introduction, j'aime bien ça. À la base, mon coup de cœur c'était pour les Panthers. Et j'ai joué souvent avec cette équipe-là, et finalement, en fait, un jour, j'ai dit, bon, je vais essayer autre chose. Je suis tombé sur les Jaguars, et depuis ce temps-là, ça a accroché. En fait, je le dis de temps en temps quand je suis invité, mais je saigne Thiel, je saigne Turquoise, parce que c'est vraiment mon équipe. Je peux pas m'imaginer ne pas être supporter ou fan de cette équipe-là. Même si, voilà, j'ai pas forcément connu des super périodes, hein, clairement. J'ai eu des numéros 1 de draft, j'ai eu des trucs honteux, bref, j'ai eu beaucoup de moments douloureux, mais j'ai eu quand même des bons moments, donc voilà, je me vois pas supporter d'une autre équipe, même si, je le dis aussi souvent, je suis aussi attaché à la ville de Jacksonville, c'est-à-dire que je me vois pas supporter les Jaguars dans une autre ville. Peut-être que ça sera le cas, peut-être que on connaît les États-Unis, ça va être ils ont très peu de rapport avec leur ville, c'est plutôt un commerce. Donc peut-être qu'un jour ça arrivera, mais je suis quand même aussi attaché à la ville de Jacksonville que j'ai visité, des habitants là-bas que j'ai rencontré certains, j'en ai rencontré certains et voilà, les Jaguars pour moi c'est indissociable de Jacksonville. Donc voilà, c'est tout simplement, je suis passionné. J'aime cette franchise, j'aime ces joueurs, ce club, ce stade, bref, voilà, je suis fan. Top. Et puis c'est vrai que du coup, tu disais à peu près en 2005, la franchise avait uniquement 10 ans d'ancienneté, quoi. Donc finalement, tu as passé plus de temps fan des Jaguars que la période en fait d'existence au moment où tu as commencé à apprécier l'équipe. Donc C'est ça, exactement. c'est marrant aussi d'avoir justement l'historique assez récente, là où pour d'autres équipes, qu'on faut remonter dans les années 50 et dire oh, on a remporté 3 Super Bowls. Ouais, bon, t'es né 60 ans après, donc on va se calmer un petit peu. C'est ça, moi j'ai grandi en plus avec, parce que 2005 j'avais 14 ans, donc ça m'a aussi accompagné, j'ai pas grandi, j'étais pas enfant, tu vois, j'ai 14 ans, t'as déjà un peu vécu, mais j'ai quand même été accompagné pendant un moment, et maintenant j'ai plus que 35 ans, et je vais les suivre, et je sais que ça va pas me quitter en fait. C'est pas possible que ça me quitte, tu vois, quand t'es fan de quelque chose, c'est comme ça, t'es mordu, et puis c'est fini, tu vois. Je crois que tous les trois, on est bien placés pour le savoir, vu la tronche de nos équipes actuelles. Exactement. On garde du coup la même trame que ce qu'on a pu faire sur les émissions précédentes, c'est-à-dire qu'on va revenir sur 2024, savoir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui a un petit peu moins fonctionné. Et puis on enchaînera sur l'intersaison du coup 2025, la free agency, la draft, et puis
un bilan un petit peu en avance de ce qu'on peut prévisionner sur la saison 2025. Du coup, les Jacksonville Jaguars ont fini en 4-13 cette saison. Au sein du front office, avant qu'Alexandre n'arrive et toute sa sagesse, nous, on les avait placés 16e de draft, donc plutôt milieu de tableau. Alexandre, avant de donner la main à Antoine, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est vrai que tu n'étais pas intervenu sur notre power ranking. Est-ce que 16, toi, tu les voyais aussi haut, peut-être quand même un petit peu plus bas dans la hiérarchie des équipes NFL? Non, je pense que on avait des attentes, on va dire, sur Trevor Lawrence. Je pense que c'était un peu la principale attraction de cette équipe et avec, comment dire, une draft réalisée où tu vas chercher un receveur, tu peux être en droit de te dire que cette offense va marcher. Tu as du Travis Etienne, tu as quand même 2 edge qui sont quand même plutôt jeunes et qui ont quand même, des années d'expérience, en tout cas qui continuent de progresser, d'année en année. Donc je pense que les fans pouvaient avoir des attentes. Après, de là à dire que c'était une équipe qui allait aller de manière safe en playoff, je pense qu'il y a un monde, mais au moins être, pourquoi pas, à la bataille et pourquoi pas faire enchaîner une streak et être menaçant pour les équipes qui y vont en playoff. Donc voilà, je pense que 4-13, ça reflète pas non plus le niveau de cette équipe parce qu'il y a eu aussi des blessures. Hein. Je pense Antoine va en parler, mais Trevor Lawrence a joué que 10 matchs. Et t'as eu du Mac Jones en tant que quarterback pendant plusieurs matchs. Donc je pense que quand t'as Mac Jones, c'est toujours compliqué de gagner des matchs. T'es bien parlé PA pour le savoir. Donc voilà, il y a eu beaucoup de problèmes dans cette équipe, que ce soit offensif, défensif. J'ai l'impression qu'il y a pas vraiment grand-chose qui a fonctionné. Les ajouts de l'intersaison précédente n'ont pas vraiment réussi à créer des différences positives pour cette équipe. Il y a peut-être une grosse satisfaction à la draft qui s'appelle Brian Thomas et qui a été, on va dire, monumental, hein, qui fait une saison de rookie de l'année. Mais bon, cette année, il y avait beaucoup de concurrence en termes de rookie offensif de l'année. Donc non, franchement, cette équipe des Jaguars, vraiment, je pense qu'à un moment, tout le monde regardait, même les fans regardaient que pour Brian Thomas et pour voir s'il allait dépasser les milliards et faire continuer en fait sa saison incroyable. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à retenir et j'ai envie de dire go sur 2025 et préparer l'off-season quoi pour les fans des Jaguars. Et toi, Antoine, comment tu as vécu cette saison moribonde 2024? Le truc, c'est que, en fait, j'ai à peu près 99% le même avis qu'Alex. Donc, du coup, je me demande s'il est pas carrément supporter des Jaguars, parce que c'est un peu ce que j'allais te dire. Ce que je peux dire en complément, c'est que moi, j'avais fait la preview avec vous l'année dernière, et il me semble que vous avez dit que pour moi, c'était l'année où Trevor devait confirmer les espoirs que les fans avaient en lui. Il devait step up. En fait, il devait passer un palier parce que c'est ce qu'on attend d'un quarterback. Il est très décrié, il est moqué de temps en temps parce que c'est pas le quarterback que les gens s'imaginaient. Et malheureusement, je l'ai pas vu assez en termes de match, en termes de progression. Moi, j'ai pas forcément vu le step enfin la progression intrinsèque que j'attendais de lui. J'ai pas envie de me voiler la face, mais j'ai quand même l'impression que au niveau du coaching, c'était quand même pas optimal. Beaucoup de fois dans la saison, les fans ont critiqué l'offensive coordinator Press Taylor parce que vraiment on comprenait pas enfin, on comprenait pas ce qui était censé avoir été mis en place en off-season et déroulé dans la saison. En fait, on se dit mais vous faites pas des ajustements, vous faites pas d'ajustements en plein match, vous faites pas d'ajustements au cours de la saison, il y a quand même quelque chose qui pêche. Donc je vais pas tout blâmer, enfin j'adore ce joueur donc je vais pas non plus être trop subjectif, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui s'est mal passé. J'ai l'espoir que ça soit vraiment le coaching et pas forcément Trevor Lawrence en lui-même, mais peut-être que je me trompe. Donc du 109, du nouveau coaching, du nouveau GM, ça va, j'espère faire du bien. La draft, Brian Thomas, forcément, pas une. Enfin, pour moi, c'était pas forcément une surprise parce que des échos que j'en avais eu de collègues qui suivent plus particulièrement la NCAA, et bien forcément, moi, on m'avait dit, tu verras, c'est un super joueur, c'est un super joueur. Donc, l'effet de surprise a été peut-être un peu plus petit chez moi parce que j'avais des collègues qui m'ont dit c'est vraiment un joueur super, c'est un Malik Nabers bis en fait, vraiment à ce point-là. Donc je me suis dit
je m'attends à quelque chose de grand et ce qu'il a confirmé, donc c'était super. Par contre, effectivement, comme tu l'as dit, les signatures de free agency, c'était pas du tout ça. Bref, il y avait en défense, c'était atroce. On s'est fait rouler dessus, courir dessus. C'est ça le principal problème, c'est qu'on se faisait courir dessus sans. Les équipes faisaient ce qu'elles voulaient sur le jeu au sol. Et pour moi, c'était globalement, j'ai l'impression, une fin de cycle de Doug Peterson qui devait en fait finalement lâcher la main. Il a peut-être fait la saison de trop, on aurait dû faire du ménage l'intersaison d'avant. Moi j'ai eu de l'espoir en disant bah c'est pas grave, ça va repartir, Trevor Lawrence il va progresser parce que bah il a le même coach, le même coordinateur offensif et finalement ça s'est pas passé. On a fait table rase cette intersaison, on va en reparler après, mais j'ai été échaudé par cette saison donc j'espère que là ça va vraiment être le déclic parce que sinon si avec un nouveau coach, un nouveau GM, les erreurs qui ont été faites se répètent, là je vais commencer à perdre espoir sur Trevor Lawrence et sur la franchise, même si j'ai connu pire, hein, mais ça j'espère pas retrouver cet espoir et enfin pas retrouver mais j'espère ne pas retrouver cet espoir et le perdre comme je l'ai perdu dans cette saison. Et concernant les Power Rankings, moi j'aurais fait entre 16 et 20 en fait, donc effectivement comme vous l'avez fait, moi je trouvais que c'était milieu de pack, playoffable sur la fin de saison, sur un malentendu, mais qui se bat quand même et qui embête les autres. Donc effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, PA, ouais, entre 16 et 20, c'était vraiment ce que moi j'attendais de la franchise avec une division qui n'était pas forcément ouf. Du coup, bah, sur un malentendu, aller en playoff sur un 9-7, ou je sais plus, du coup c'est pas un 9-7 maintenant, c'est 9-8 peut-être, parce que c'est à 17 matchs, mais voilà. Du coup, un peu de déception quand même, même si j'étais pas trop, je me disais pas qu'on allait gagner 14 matchs, hein, mais je me suis dit au moins peut-être une saison positive, une saison neutre, où bah on fait un match de moins que le 500, bon, aux alentours quoi, et en fait finalement c'est la débandade quoi, donc c'était un peu décevant sur ce point-là quoi. Ouais, ça allait dans la même lignée que la fin de saison 2023 finalement, où la première moitié de saison avait été vraiment excellente de la part des Jags, de mémoire jusqu'au match à Londres, où il me semble qu'ils avaient gagné. Et après, au retour, ça a été quand même extrêmement compliqué, avec un enchaînement justement de défaites. Et finalement, la saison 2024 a été plus une représentation de la fin de 2023 plutôt que la première moitié de 2023, malheureusement. C'est aussi pour ça, je pense que nous, on les voyait haut en se disant qu'ils allaient pouvoir rebondir. Là-dessus, justement, par rapport au match qu'il y a eu en 2024, est-ce que tu as un match, je dirais, référence qui montre bien un petit peu les qualités, mais également les défaillances de l'équipe? Du coup, je vais peut-être un peu détourner ta question, mais je pense que je vais être obligé d'en prendre deux. Pas de souci. Du coup, bah forcément, la défaite à Détroit, où si je dis pas de bêtises, c'était la plus grande défaite de l'histoire de la franchise. C'était le plus grand Écart de points? écart. Enfin, Ok. il y avait rien qui allait quoi. Et je crois que ce match-là, j'ai pas pu le voir en direct. Et je pense que j'ai bien fait parce que de toute façon, ça m'arrive pas souvent, mais j'aurais éteint parce que clairement, c'était ridicule. En fait, c'était autant à la limite, tu vois, j'avais de la peine un peu pour les joueurs parce que tu te dis, bah, c'est pas forcément de leur faute entièrement parce que si t'es mal coaché, si son plan de jeu il est pas bon, il est pas adapté, si ton plan de jeu défensif, bah tu fais pas les ajustements nécessaires et tout ça, tu fais ce que tu peux en fait. Sauf que l'adversaire il était tellement à des niveaux stratosphériques par rapport à toi que Levin j'avais de la peine pour les joueurs. J'avais pas de la peine pour le coaching staff parce que c'était pour moi clairement leur faute. Mais ce match-là forcément tu peux qu'en parler. Et un deuxième match, je pense que c'est les matchs à Londres où tu es capable bah, du coup de gagner contre New England, mais de perdre la semaine d'avant contre Chicago, alors que finalement Londres, tu connais parce que ça fait des années qu'on va à Londres, on ira dans le futur. Ça m'a pas, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit truc qui se casse parce que en fait t'as l'environnement qui change pas, c'est comme un match à domicile parce que tu fais 2 matchs d'affilée à Londres, tu fais une perf pas ouf contre des Bears qui sont pas venus à Londres, qui savent pas trop ce que c'est, tu vois, le jet lag, tout ça, mais tu te rattrapes bien quand même derrière. Donc la charnière des 2 matchs à Londres,
Je me suis dit, bah, c'est peut-être impulser une dynamique, on va peut-être se reprendre, et puis finalement, en fait, bah, premier match, tu te prends les pieds dans le tapis. Donc voilà, bon, j'ai parlé de 3 matchs du coup, pas de 2, mais il y avait des trucs comme ça où bah, forcément les matchs de fin de saison, j'ai pas envie d'en parler parce que c'est Mac Jones. J- J'avais pas trop d'espoir quand on a échangé un pic pour lui. Mais c'est comme je sais plus Dewey dans Malcolm, je crois, je m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçu, quoi, tu vois. Donc c'est voilà, le début de saison, bah t'es un peu hypé, tu vois Trevor Lawrence qui patauge un peu, mais qui grâce à lui enfin met l'équipe à flot quand même. Donc c'était quand même ça, mais franchement c'était pas en rétrospectivement, c'était quand même assez compliqué comme saison dans tous les secteurs, quoi. Ouais, moi j'avais peut-être un match, et bizarrement, ça serait le premier match de la saison contre les Dolphins, où vous menez 14-0, puis ensuite 17-7, et au final, vous le perdez sur la dernière seconde du match, quoi. Et en fait, quand on a vu la première mi-temps, on s'est dit, wow, 17-7, franchement, ça assure bien du côté des Jags. Bah, on était aussi un peu étonné du niveau des Dolphins. Et au final, ça s'est un petit peu écroulé. Il y a 0 point en deuxième mi-temps et vous enchaînez derrière 4 défaites de suite avant la première victoire en week 5 contre les Colts. Et c'est là où on s'est dit, ouais, ok, en fait, c'est vraiment la continuité de 2023. Et c'est vraiment bizarre. Les deux premiers matchs sont vraiment bizarres. C'est avec les défaites 20-17 contre Miami et 18-13 contre les Browns. Tu commences la saison en 2-0. Je pense que la narrative est quand même radicalement différente. Juste pour préciser, contre Détroit, du coup, tu disais plus grosse défaite, en tout cas plus gros écart dans une défaite, c'était 52-6 pour les Lions, juste pour la précision, histoire de remuer un petit peu le couteau dans la plaie de ton côté. C'est pas grave. Juste pour préciser, ce que je te disais, en fait, c'était le ressenti que j'avais, c'était, comme tu disais, bah du coup, 0 point en deuxième mi-temps contre le match contre les Dolphins, pardon. Dolphins, ouais. Et ben c'est l'impression que ça a donné toute la saison, c'est on n'est pas capable au niveau du coaching de s'adapter. Tu vois, par exemple, Oui. là, à la mi-temps, ben, j'ai l'impression que, enfin, après, c'est facile de parler après, mais Mm. les ajustements qui doivent être faits, même si tu mènes 17-7, ben, ils n'ont pas été faits parce que la preuve, en deuxième mi-temps, ben, t'es à 0, quoi. Et Mm. j'ai l'impression que ça a été une constante tout au long de la saison, surtout au niveau offensif, mais aussi défensif, de ah bah on n'a pas su s'adapter, ah bah l'adversaire il nous a trouvé. Et moi ce qui me choque le plus, c'est que c'est le premier match de la saison. T'as toute l'intersaison pour étudier ton adversaire, bon pas toute parce que j'exagère, mais t'as une bonne partie de l'intersaison tu sais à l'avance que ça va être, tu sais les ajustements potentiels, c'est comme les 10 premiers jeux d'un match, tu les as Oui. scriptés, tu les as. Mm. Et ben à la mi-temps du premier match de ta saison, bah tu fais pas les ajustements. Après peut-être qu'il y a d'autres facteurs, il y a peut-être des blessures, voilà. Mais cette constante-là, toute la saison, ça a été ça. Pas savoir s'adapter en fait. Et je trouve ça dommage parce que dans un coaching staff, la technique c'est cool, le management, le management de l'horloge c'est bien, hein. Mais pour un des points les plus importants pour moi dans un coaching, c'est s'adapter. Tu dois Belichick, pour parler de lui, il s'adapte. Mm. En playoff contre les Jets une fois, ils lui font de la cover, je sais plus 6 ou je sais pas quoi. Il a dit tiens attends, je vais essayer un autre truc. Et malheureusement, je pense que ça n'a pas été fait avec ce coaching staff là, quoi. On parle du coaching staff, on va glisser doucement vers 2025 et l'intersaison. Avant de parler de la free agency et de l'acquisition de certains joueurs, il y a eu quand même un grand chamboulement, je dirais, au sein du front office et du coaching staff des Jaguars, parce que là, clairement, tout le monde a été mis à la porte, tout le monde a été dégagé. Bye bye le GM Trent Baalke, bye bye le head coach Doug Peterson et offensif et défensif coordinateur, qui ont été remplacés du coup par, en tout cas au niveau du head coach Liam Cohen et du general manager Jen Gladstone. Là-dessus, toi, de ton côté, Antoine, est-ce que c'était un élément que tu attendais? Peut-être que ça arrivait même un petit peu trop tard. Et au niveau des arrivées, est-ce que tu es content du process, de comment ça s'est organisé et des coachs qui sont arrivés? Ouais, effectivement, bah, c'est très gentil parce que du coup, j'ai pas eu trop l'occasion de m'exprimer là-dessus sur le compte Twitter. Moi, je suis très content de l'arrivée de sans frais, en fait. C'est pas forcément quelles sont les personnes qui sont arrivées qui m'importent. Ok. C'est surtout Trent Baalke, moi, je ne pouvais plus parce que je considérais qu'il n'aurait plus
après ce poste aux Jaguars de poste en NFL parce que il a trop fait d'erreurs et il a trop répété les mêmes erreurs en fait. Pour moi, c'était 1 an trop tard. On a gâché Même 2 entre ans, tu peux dire. 2 ans, mais des fois, je suis un peu trop subjectif sur Trent Baalke, donc c'est pour ça que je mets des pincettes. Et pour moi, on a gâché 1 ou 2 ans du développement ou de la carrière de Trevor Lawrence. Mm. Et j'ai pas envie qu'un jour, les fans des Jaguars voient Trevor Lawrence gagner un Super Bowl avec une autre équipe et se disent et si? Parce que ça nous pend au nez. Parce que c'est pas un mauvais joueur, c'est pas un mauvais quarterback. C'est juste que en première année, il a eu Urban Meyer, qui a été choisi par Trent Baalke. Il a eu Doug Peterson, qui était pas non plus ce qu'il nous fallait au moment où il est arrivé, je pense. Et ça fait trop d'années qu'il était là. C'était toujours les mêmes choix. Les choix de draft, c'était la sec, des mecs physiques. Ouais. Mais techniquement, c'est cool. Après, oui, Brian Thomas, oui, c'est cool. Mais Brian Thomas, c'est pas méchant, mais un mec qui s'y connaît un petit peu en foot, qui a un peu regardé la NCAA, il aurait pu dire ouais, ce mec-là, il est bon. Donc c'est pas ça qu'on demande à un GM. Pour moi, c'est des mecs qui doivent être capables d'identifier des joueurs dans la draft de 3e tour, de 4e tour, en disant celui-là, pour mon équipe, il va nous emmener loin, même s'il aura peut-être, je sais pas moi, 25% des snaps, il va nous aider. Et j'ai pas eu le sentiment que les drafts successifs de Trent Baalke pouvaient améliorer le roster en fait. Des fois, là, on arrive à un roster où finalement, on n'est pas horrible, mais sur certains postes, c'est vraiment pas ça. Moi, je militais pour que cette année, on draft un defensive tackle. Ça fait 2 ans on en a drafté 2, je crois, l'année dernière. Ouais, 2 l'année dernière, Les en deux, les 2e deux, et les deux, 4e. et les deux, c'est pas leur faute, hein, mais ils ont pas vu le terrain, ils ont pas fait le job. Il y en a un, c'est un 2e tour. Bah, Un Mason 2e tour Smith qui ne produit pas, ouais. Mason Smith, c'était des projets en plus, C'est des en projets, en draft, fait. on le disait, hein. Tu vois le roster qu'on a, et tu te dis quoi? Bah tiens, je vais prendre un projet à un poste où on a des needs. Non! Tu prends des mecs qui sont prêts, et personne n'est prêt quand tu sors de la fac, on peut pas prévoir, mais dans le sens, des mecs que tu considères être prêts pour jouer en NFL à des postes où tu as des besoins. Defensive tackle, t'as un besoin, tu prends pas un projet. Eh ben ça, il l'a fait, et le running back de sec au 3e ou 4e tour, il l'a fait, je sais pas, 3 années d'affilée. Moi, je suis pas d'accord. Bref, en tout cas, il fallait juste un neuf. Trent Baalke est parti, c'est très bien. Liam Cohen, j'ai pas trop d'avis parce que je connais pas beaucoup ce coach, qui était offensive coordinator aux Bucks avant. Mm. Mais je suis très content parce que j'ai l'impression quand même que son système peut s'appuyer sur les forces de Trevor Lawrence, parce que malgré tout ce que ses détracteurs peuvent dire, il a des qualités, il a des forces. Donc moi, je considère que tu dois adapter ton schéma et ton plan de jeu aux forces de tes joueurs et pas l'inverse. C'est tu te dis ok, j'ai ça comme qualité, je sais pas, j'ai une grande offensive line, j'ai des bons coureurs, tu sais quoi, on va peut-être courir plus. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que c'est du quick game, que c'est des passes courtes, des passes. Je sais qu'on a Brian Thomas, donc niveau deep, niveau receveur, on est quand même assez bien fourni. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu plus adapté à Trevor Lawrence que ce que faisait Press Taylor et Doug Peterson. Donc moi je suis très content de ce côté-là. James Gladstone, c'est pas Trent Baalke, donc déjà il a un positif pour moi. Déjà de base, il est positif. C'est pas Trent Baalke. J'avais peur que l'adjoint de Trent Baalke traîne dans le coin. Evan, je sais plus exactement son nom, mais en fait c'était l'adjoint. Je me suis dit mais c'est pas possible. On va se retrouver avec le protégé de Trent Baalke. Finalement, ils ont enfin réussi à faire du ménage sur toute la ligne et ça, je suis très content. Dans l'organigramme, il y a Tony Bolzelli qui est qui est une légende chez nous parce que c'est le premier draft pick de la franchise, de l'histoire de la franchise, premier Hall of Famer qui est du coup maintenant VP, donc vice-présidente, directeur des football, du football. Ouais, donc, c'est lui qui a c'est... passé les entretiens avec les coachs et les GM, donc c'est un peu lui qui donc, était aux commandes du sport. Il est aux commandes et du coup c'est un poste qui était occupé par personne parce que le poste a été créé pour lui. Donc ça montre que finalement on n'a pas oublié qu'il y a eu des joueurs prestigieux dans la franchise et qu'on les récompense. Donc peut-être que la culture de la loose qu'on a depuis 99 du coup, puisqu'on a été en AFC Championship en 99, peut-être que cette culture va peut-être se déplacer et aller ailleurs et qu'on va
commencer un cercle vertueux. Et c'est ce que je souhaite en tout cas. Et puis surtout, tu récupères quand même, enfin, tu vois, on n'en parle pas assez, mais James Gladstone, c'est quand même un mec qui vient de l'école des Rams, hein, avec Les Snead et Sean McVay. Donc, tu sais, quand même une franchise qui a été réputée pour très très bien drafter ces dernières années, alors qu'ils avaient en plus pas de premier tour. Donc, tu sens en fait quand même que c'est un GM qui, malgré son jeune âge, hein, je crois que c'est le plus jeune GM Je NFL, crois, ouais. il a 31 ans, donc de toute façon, tu le regardes au gabarit, c'est c'est aussi peut-être, je pense, un des plus fins et un des plus petits, mais en soi, c'est quand même un mec qui a une paire de couilles. On le verra, on le verra plus tard par la suite de l'off-season. Mais c'est un mec qui, je pense, connaît aussi son sport, connaît les forces et faiblesses de l'effectif, et je pense qu'il sait aussi analyser les forces et les qualités d'un joueur et ce qu'il peut apporter aussi pour son équipe. Donc, on verra ce que ça donne. Hein. On ne sait jamais à l'avance si un GM va faire du bon taf, etc. Mais j'ai bien aimé en tout cas le choix et d'aller récupérer quand même un mec qui avait un poste assez important du côté des Rams. Une franchise bien gérée. Moi, je trouvais aussi que, apparemment, de ce que j'en lis, donc ça reste que des interviews ou des articles, humainement, il a quand même aussi l'air de pouvoir fédérer autour de lui. Et je trouve que c'est quand même pas mal parce que je sais que il y avait des rumeurs comme quoi Trent Baalke était pas du tout aimé par les autres proprios, pour les autres GM, alors que théoriquement, il est censé travailler avec eux pour les trades, pour les free agency avec les agents, tout ça. Et je me dis que quelqu'un qui peut fédérer, qui peut rassembler autour de lui déjà à l'intérieur de la franchise et être apprécié d'autres franchises, ça peut toujours être un plus. Donc si humainement déjà t'arrives, c'est un bon, enfin t'es quelqu'un d'apprécié, forcément dans ton travail ça va se ressentir. Donc je me dis que embaucher quelqu'un qui, du coup, qui est pas, excusez-moi du terme, mais qui est pas un connard, bah, moi je trouve ça un bonus. Donc c'est tant mieux si en plus t'es compétent, ben c'est nickel quoi. On a l'impression que c'est une nécessité. Tu l'as dit, il y a un VP maintenant qui est arrivé. On a l'impression que Khan, il essaye un petit peu plus de déléguer sans s'occuper de tout. Et l'arrivée de James Gladstone a aussi été liée au fait que, comme tu disais, Baalke a été évincé. Il n'a pas été évincé tout de suite. C'est-à-dire que Peterson, quand il a été viré, Baalke, il était toujours là à faire les interviews, à voir par exemple un Ben Johnson. Et en fait, tous les potentiels futurs head coach ont décliné les offres des Jaguars en disant je ne veux pas bosser avec lui. Donc en fait, ça a vraiment fait monter le truc où Khan il a dit ouais, en fait, le problème, ça vient peut-être pas uniquement du coaching staff, c'est ce qui a engendré derrière, j'ai l'impression, l'éviction finalement de Baalke. On verra s'ils ont eu raison. En l'état, c'est vrai que vu les dernières drafts, bon, même si ça ne fonctionne pas, on ne pourra pas forcément dire que c'était une mauvaise chose que Baalke soit éjecté. Au niveau de la free agency, vous avez entamé l'ouverture de celle-ci avec 61 millions de cap space disponibles. Au niveau des recrues, les 4 recrues les plus chères que vous avez acquis durant justement la free agency, il y a Patrick McCarry, le garde des Ravens, Dyami Brown, le receveur, Jordan Lewis, le cornerback, et Robert Hainsey, le centre. Est-ce que parmi ces 4-là, ou d'autres joueurs peut-être qui sont arrivés, est-ce que tu as un top joueur que toi tu apprécies parce que justement il va rentrer dans ce mood-là de l'équipe et puis il va apporter du talent en fait dès le premier jour, quoi. Moi, ça serait plutôt Robert Hainsey. Je Le le centre, connais. donc, ouais. Ouais, le centre, pardon. Je le connais peu parce que je regarde pas forcément Tampa Bay du coup parce qu'il était à Tampa Bay avant. Mais j'avais des espoirs en Mitch Morse l'année dernière qui était du coup une signature il avait joué aux Bills. Et je m'étais dit que du coup, un centre d'expérience qui pourra faire la paire avec Trevor Lawrence, c'était forcément une bonne chose. Et finalement, ça s'est pas forcément passé comme prévu. On avait drafté, donc si je dis pas de bêtises, c'est il y a 2 ou 3 ans, Luke Fortner, qui s'avère être pas un bon joueur. Donc je me dis que finalement, moi, centre, c'est une position qui est très importante, je trouve, en termes d'attaque globale et pas que sur la ligne. Et je me dis que recruter quelqu'un qui du coup avait l'air en tout cas d'être assez courtisé et qui a l'air tout à fait correct en termes de niveau de jeu, c'est toujours bien parce que ça m'aurait quand même un peu embêté de commencer la saison avec cette interrogation au poste de centre. Donc pour moi, c'est peut-être le joueur qui me qui m'intrigue le plus parce que je me dis c'est quand même centre.
même si on a des trous ailleurs dans le roster, mais je me dis c'est peut-être lui qui va être celui que j'aurais aimé que Mitchell Morse soit en fait, le le mec qui va accompagner la progression de Trevor Lawrence. Mmh. Mitch Morse, il a pris sa retraite, donc le débat se pose même plus. Mais je pense que ouais, c'est Indy parce que j'ai des espoirs que il fasse peut-être 4-5 ans avec Trevor Lawrence et qu'il l'accompagne et qu'il lui fasse passer un niveau, quoi. Ok. Pour toi, Alexandre, du coup, un joueur que tu apprécies ou un départ? Bon, c'est vrai qu'on a évoqué tout le coaching staff, Oui, ça mais déjà, c'est déjà on peut parler positif. déjà. Non, en positif, moi j'ai bien aimé ce qui a été fait sur le backfield défensif. On sait que c'est depuis quelques années maintenant une faiblesse et l'année dernière en plus t'as Tyson Campbell qui joue pas tous les matchs pour cause de blessure aussi. Donc c'était quand même peut-être ton meilleur joueur sur cette position de cornerback. Et c'est vrai qu'on a vu les Jaguars souffrir assez énormément en tout cas sur cette escouade-là. Et j'ai bien aimé la joue en fait de Jordan Lewis, qui est un joueur un peu qui peut un peu tout faire enfin qui a un peu fait un peu toutes les positions sur la défense des Mm. Cowboys, en tant que dans le slot ou à l'extérieur, surtout notamment avec les blessures des Trevon Diggs, etc. Donc plusieurs joueurs impactants du côté des Cowboys. Ça fait plusieurs années qu'il est dans la ligue, donc c'est un vétéran. De toute façon, il apporte ce leadership que tu peux espérer en tout cas de ces joueurs-là à ce stade de leur carrière. Et j'ai bien aimé aussi Eric Murray. Pareil, c'est un mec qui a maintenant 30 ans et qui sort d'une saison, enfin de plusieurs saisons chez les Texans en tant que titulaire. Voilà, il était sur enfin, je pense que les Texans voulaient s'en séparer parce qu'ils ont énormément de jeunes à développer sur le backfield défensif. Et voilà, il va rester dans la division. Et du côté de Jacksonville, il va pouvoir apporter son expérience dans cette escouade qui a perdu quand même André Cisco, où il y avait des attentes, je pense, de la part des fans de Jacksonville parce qu'il avait quand même montré des bonnes choses, mais il a été assez régulier. Donc, tu remplaces Cisco par un joueur qui est un peu plus une valeur sûre, qui a peut-être pas un plancher, enfin, qui a peut-être un plafond moins haut qu'un Cisco, mais qui est au moins un plancher un peu plus rassurant. Donc moi sur ces signatures-là, j'ai plutôt bien aimé, même si pareil, Jordan Lewis est un peu cher, mais bon, Jacksonville fait partie de ces équipes qui doivent un petit peu surpayer les free agents lorsque la free agency arrive pour se renforcer. Et malheureusement, vu qu'il n'y avait pas non plus une classe énorme de cornerback cet été, Jordan Lewis a pu avoir un bon petit marché avec des bonnes propositions, donc ils ont dû mettre un petit billet là-dessus. En soi, je pense qu'il va quand même apporter dans cette escouade-là. Et puis offensivement, si je peux ajouter quelqu'un, je dirais Patrick Mekari. Alors on avait parlé avec notre ami Ben pour les fans des Baltimore Ravens, qui nous avait dit qu'il était content de ne pas l'avoir signé à ce prix. Donc pareil, c'est comme on dit, c'est un peu surpayé, mais ça reste quand même un joueur de foot qui peut apporter des bonnes choses sur cette O-line. Dans un monde idéal, c'est quand même un 6e joueur de ligne offensive, donc t'aimes bien avoir en rotation, backup, etc. Peut-être le nouveau système offensif peut lui faire du bien, parce que c'est quand même un jeu qui sera plus orienté sur la passe que sur la course. Peut-être ça lui fera du bien et ça va être intéressant de voir s'il peut surpasser un petit peu les attentes qu'on peut avoir en lui. Alex, vas-y. Vraiment, je pense qu'Alex, il est supporter des Jaguars, c'est pas possible. À chaque fois, je me dis, putain, il a raison. Ah ouais, il a raison. Ah ouais. Parce qu'il J'aurais dû dire ça. il bosse son sujet. Ça fait 24 heures, ça fait 24 heures qu'il bûchait sur les Jaguars. Je regarde les 40 minutes de tous les matchs de Jacksonville. Je peux te dire, ça fait des heures, là, j'en peux plus. Depuis le 4e match, là, j'en peux plus. J'ai envie de me creuser les yeux. Ouais, c'est ça, il a envie de se tailler les veines. Non, c'est ça. Mais par contre, vous avez été super actifs en vrai. J'ai vu, il y a quand même énormément de signatures. Bon, il y en a beaucoup qui sont sur des petits contrats, 1 an, 2 ans, des joueurs de rotation, hein, mais je pense que c'est surtout sur ces joueurs-là, parce qu'en fait, votre effectif manquait beaucoup de profondeur et ça s'est ressenti à un moment donné de la saison, enfin même durant toute la saison. Mais je pense, voilà, amener de la compétition durant le training camp surtout, parce que même si tu signes un mec mais qui fait pas les 53, bah peut-être que tu te dis, il a permis à ce que le mec qui a fait les 53 puisse se surpasser durant le training camp. Donc voilà, je trouve quand même il y a beaucoup d'ajouts, mais voilà, il y a aussi beaucoup de questions qui se posent en tout cas sur cet effectif de Jacksonville, mais on peut dire que James Gladstone n'a pas chômé en tout cas pour sa première intersaison. On verra si les choix qu'il a fait seront payants à l'avenir.
Et Alex, du coup, un choix ou un joueur peut-être qui est parti, que tu as moins aimé, ou une signature que tu as moins aimé? Non, bah après en choix qui est parti, moi c'était Cisco, mais après de ce Hmm. que j'entendais aussi, je pense que la fanbase de Jacksonville est un peu partagée sur Cisco entre les attentes et comment dire, les réalisations qu'il a fait. Voilà, moi je pense que c'est un joueur, moi que j'aimais beaucoup en tout cas à sa sortie d'université. Je crois qu'il était à Syracuse si je dis pas de bêtises. Et j'avais entrevu en tout cas des très belles choses en 2023. 2024, il y a des matchs où il est capable de montrer des choses hyper intéressantes, mais en fin de saison, il se fait quand même un peu bencher. Donc bon, voilà, il y a des choses quand même. Tu peux comprendre aussi pourquoi ils l'ont pas signé. Donc ce sera peut-être juste la seule signature, enfin la seule non-signature du coup, qui m'a un petit peu marqué. Le reste, je pense que c'est un peu oubliable. Puis la signature de Murray, comme tu as dit. Toi, Antoine, est-ce qu'il y a un joueur, effectivement, tu es un peu déçu de le voir partir ou peu importe? Ouais, j'avoue que Cisco, effectivement, en fait, c'est surtout la déception, c'est sur ce qu'il avait réussi à montrer. Il avait vraiment réussi à montrer qu'il avait capable d'avoir un très haut niveau de jeu. Et comme disait Alex, c'est un peu dommage parce que tu restes sur ta faim en fait. Tu te dis ah ouais t'es capable de faire ça. Et ouais, mais sauf que c'était des flashs et malheureusement peut-être que c'est l'environnement qui lui convenait pas, tu vois la franchise, voilà le coaching staff. Mais j'avoue que des safety de ce calibre-là sur les flashs qu'il avait, bah, c'est dommage parce que finalement peut-être que dans une autre équipe bah, ça serait un top 5 safety en fait et chez nous en fait moi je trouve ça encore plus dommage parce que tu le draftes, tu te dis je mise sur ce mec là, la première année tu fais vraiment une bonne saison, tu te dis ah super, alors, en tant que rookie t'arrives à faire ça, l'année prochaine ça va être encore mieux et finalement bah ouais c'est pas ouf, puis en fait tu te retrouves avec un mec qui part parce que bah t'es un peu déçu et du coup effectivement ouais, comme disait Alex bah on est partagé parce que tu dis bon bah finalement t'apportais pas tant que ça mais d'un autre côté bah t'es déçu parce que c'était un mec que t'as sélectionné toi que t'as pas réussi à modeler à faire progresser vraiment à son top niveau et qui quand même te donnait des flashs de temps en temps sur certains matchs ou sur certains drives tu te dis ah ouais t'es capable de faire ça toi en fait mais tu vois t'es un peu ambivalent en fait ce sentiment de dire je sais pas sur quel pied danser en fait. Ok, ok. La paire d'Evan Ingram, Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement zappé. J'avais zappé Christian Kirk et Evan Engram. Mais bon, après, vu la saison des deux, après, bon, je oui. pense que bon, après, il y a eu des petits pépins physiques aussi de part et d'autre, je crois. Je Le sais pas s'ils ont truc, fait tous les matchs. le Ils avaient été signés lors de la même intersaison de mémoire, et du coup, Mm. ils partent lors de la même intersaison. Je trouve que leur destin était lié, et je trouve ça marrant. Le truc, c'est que pour moi, Evan Engram, j'ai pas forcément compris la décision, mais je me dis que je dois faire confiance au coach et j'ai l'impression que peut-être que le coach s'est dit c'est pas ce type de joueur là ne correspond pas forcément Oui. à mon schéma. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est l'idée qui est derrière ce cut entre guillemets, c'est malheureusement tu rentres pas dans ce que j'ai envie d'avoir chez mes Thailand. Donc on te laisse partir pour que tu aies une opportunité ailleurs, même si moi j'aimais bien Evan Engram. Malheureusement, je trouvais que sur la fin, c'était plus compliqué pour lui, pas forcément de sa faute, hein, et que je me dis, c'est peut-être bien qu'il ait pas fait la saison de trop, ou on l'aurait pointé du doigt en disant ah t'as vu t'es nul, non, et que là au moins bah, il a laissé une bonne image chez nous, il sera toujours apprécié, s'il revient ça sera Evan Engram où il nous a offert des super moments. Mais tu vois, l'histoire arrive à la fin, bon bah ok, tu pars. Puis Et il est Christian pas tout jeune Kirk, non plus, hein. Tu vois, il est pas il tout est pas. jeune. Et t'as l'avènement de Brenton Strange aussi, qui fait quasiment 500 yards. Moi, Faut pas aussi miser sur l'avenir avec lui, quoi. J'ai un peu des réserves, pas parce qu'il a été choisi par Balky, mais je sais pas, je reste un peu sur ma faim. J'espère qu'il va se développer correctement, mais je sais pas s'il va pouvoir compenser le départ d'Engram. Et pour revenir à Christian Kirk, c'est un peu la même chose, dans le sens où c'est deux joueurs qui avaient une bonne alchimie avec Trevor Lawrence.
mais j'ai quand même l'impression que l'histoire arrivait à son terme, en fait, en termes de. Des fois, je me dis qu'il y a des cycles. Et j'ai l'impression que ça donnait que c'était un peu bon, bah, t'es arrivé en bout de course, avec nous en tout cas. Tu peux. Bah, t'arriveras pas à retrouver l'énergie ou le niveau que t'avais avant parce que bah, tu commences à prendre de l'âge. Et chez nous, bah, ça va pas. Enfin, c'est pas que ça va pas le faire, mais ça sera moins bien que ce qu'on a connu avant. Bon, bah, vas-y, on te laisse partir, et puis bah, peut-être que tu vas te retrouver une nouvelle jeunesse, une deuxième jeunesse ailleurs, tu vois. Mais j'avais l'impression sur ces 2 jours-là, c'est merci pour tout. On se quitte pas en mauvais termes, mais les gars, Hmm. on va chercher mieux. Enfin, pas mieux, mais on va prendre une autre direction, en fait, en tout cas. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, je les compte pas forcément dans les départs impactants, tu vois, ou choquants, ou dommageables, tu vois. C'est comme ça. En fait, c'est ok, bah, c'est la vie, c'est comme ça, on se sépare, et puis tant pis, tu vois. Mm. Et c'était 2 joueurs qui étaient présents justement dans l'équipe quand ils ont fait pour la dernière fois les playoffs avec la victoire contre les Chargers. Et du coup, ils ont aussi, eux, également suivi un peu le downfall depuis 1 an et demi. Donc, c'est cohérent finalement, par moment, de se débarrasser un petit peu, avec des très gros guillemets, mais de se débarrasser des très gros contrats. Et puis de repartir sur voilà, une nouvelle alchimie, une nouvelle équipe, en plus avec le changement de coaching staff. Donc voilà, complètement cohérent là-dessus. Au niveau de la draft, on va pouvoir en parler. On parlera du trade après, mais je vais d'abord évoquer les picks. Donc avec le tour numéro 1, pick 2, Travis Hunter, wide receiver, il a été en tout cas annoncé comme tel de Colorado. Avec le tour numéro 3, pick 88 et pick 89, vous êtes parti sur Caleb Renso, le cornerback de Tulane, et ensuite Wyatt Milum, le garde de West Virginia. 2 picks au tour numéro 4, donc avec le 104, Bechel Tuten, running back de Virginia Tech, et Jack Kaiser, linebacker de Notre-Dame. Avec le tour numéro 6, 2 picks également, le 194, Jalen McLeod, linebacker d'Auburn, et Ryan Lane, the third safety de Navy. Et 2 picks encore au tour numéro 7, avec le 221, John Ammonheim, le centre de USC, et LeQuint Allen, running back de Syracuse. Avant de te donner la parole, Alexandre, puisqu'on a fait du coup des émissions ensemble où on a débriefé la draft des divisions, on a mis en place une tier list des équipes et on a positionné les Jaguars en tier C, qui est donc l'avant-dernier tier list. Et c'était ils auraient pu mieux faire. Toi, Alexandre, pour te justifier, pour énoncer un petit peu, un tout petit peu, bien sûr, en synthétisant tout ce qu'on a pu dire au niveau de cette draft-là, qu'est-ce qui t'a plu et qu'est-ce qui t'a un petit peu moins plu? Bah, évidemment, le trade-up et le fait de lâcher un premier tour de l'année prochaine, sachant que tu es une équipe qui n'apporte pas en fait les garanties de ne pas finir dans le top 10. Donc, on sait que l'année prochaine, on ne sait pas comment la saison va se finir. Donc, Jacksonville n'est pas assuré non plus de faire une grande saison l'année prochaine. Et tu vas chercher peut-être le joueur le plus polarisant depuis des années à la draft avec Travis Hunter. Alors, Travis Hunter, ça, on l'a dit durant plusieurs émissions avec PA, c'est un talent incroyable. Vraiment, tu sens que le gars, il a des ball skills comme on voit très rarement à cette position, que ce soit de wide receiver ou de cornerback. Donc non, honnêtement, c'est un joueur qui te fait quelque chose quand tu le vois. Par contre, il y avait quand même je trouve en tout cas un petit emballement du côté des Américains sur la classification et l'évaluation de Travis Hunter, parce que je trouve qu'en France, j'ai l'impression en tout cas, on était un petit peu plus réservé sur ce qu'il pouvait apporter Day One, parce que c'est un joueur qui, vu qu'il joue double plateau, on le voit aussi notamment à l'entraînement, il n'a pas le temps de peaufiner sa technique, que ce soit avec les wide receivers ou avec les cornerbacks, parce qu'il doit à chaque fois alterner entre les 2 plateaux, il doit apprendre 2 cahiers de jeu, etc. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand on veut jouer double plateau. Il y a aussi le côté physique qui rentrait également en jeu. Donc c'est beaucoup d'incertitudes sur la projection à l'échelon supérieur, parce que très concrètement, il y a très peu de joueurs dans l'histoire, si ce n'est aucun, qui a réussi à être une superstar en étant un top cornerback et un top wide receiver dans cette ligue. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes sur Travis Hunter. Le talent est vraiment présent, et de ce qu'il en ressort des training camps, enfin en tout cas des OTA, c'est quand même les Jacksonville à l'air, enfin en tout cas ils ont l'air de vouloir le tester en tout cas sur les 2 positions. Donc on verra si ça marche. James Gladstone en tout cas a fait un premier coup de poker et a enlevé un de ses premiers choix de l'année prochaine. Donc on sait qu'il avait l'habitude avec les Snead et les Rams quand il était chez eux. Donc on verra si ça paye,
Et en tout cas, pour le reste de cette draft, moi, il y avait des choses qui m'avaient un petit peu déçu. Caleb Ranso en 3e tour. Je trouvais qu'il y avait mieux à faire parce que visiblement, tu veux le faire jouer safety. Mais à ce moment-là, il y avait quand même encore Xavier Watts. On en a parlé dans plusieurs émissions. On va arrêter d'en reparler parce que j'ai l'impression d'en parler tout le temps. Mais voilà, les équipes qui n'ont pas sélectionné Xavier Watts, on va les pénaliser. Et c'est ce qu'on a fait avec Jacksonville. Donc voilà. Et je trouve que c'était un petit reach par rapport à son niveau. Le fait d'avoir pick 2 linebackers en fin de draft alors que tu avais d'autres besoins pour moi, tu en avais parlé en tout début d'émission. J'aurais bien aimé un petit peu de rotation sur cette D-line, ce qui, je pense, aurait pas été dégueulasse. Et tu vas me chercher 2 linebackers, sachant que tu as déjà quand même Devin Lloyd et Olwokun, tu as du Chad Muma aussi que tu avais drafté il y a quelques années. Donc, tu as quand même une escouade qui est sur le papier ultra solide. Donc, j'ai pas trop compris ça. Après, je sais qu'il y a eu le petit protégé de PA, Wyatt Milum, qui a été sélectionné, et PA était très content de ce choix. Mais voilà, au global, c'est quand même une draft où il y a des bons joueurs. Hein. La paire de running back, moi, je trouve qu'elle était très intéressante et hyper complémentaire. Donc, et j'ai peu d'espoir aussi en Travis Etienne. Donc, je pense qu'elle peut vite être responsabilisée sur cette année 2025. Donc, il y a des bons choix, il y a des moins bons choix, il y a une grosse prise de risque qui forcément pénalise un petit peu la notation, parce que notamment tu lâches aussi un premier tour de 2026. Et on verra si ça marche d'ici la fin de son contrat rookie, mais on verra si ça va marcher pour Travis Hunter. Avant de te donner la main, Antoine, et de pouvoir en parler tout à fait librement de cette draft-là, je rejoins ce qu'a dit Alexandre sur le trade-up. Sur le choix du joueur, moi je suis beaucoup moins haut. On parlait en off de I Show Speed, le YouTuber, qu'on se disait c'est un peu un freak athlétique. Ouais, Travis Hunter, c'est un athlète générationnel si on veut, mais un joueur générationnel, j'attends de voir, et je pense que je peux encore attendre de très très longues années avant de pouvoir dire ce propos-là sur lui. J'espère me tromper, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même très compliqué ce qu'on a vu pour le moment. Et tu l'as évoqué en plus, Antoine, l'année dernière, une des grosses faiblesses, en tout cas défensivement, c'était le jeu de course. Et avec le pick numéro 5, les Browns, donc l'équipe avec laquelle vous avez tradé, ont pris le meilleur run stopper de la QV avec Mason Graham. Donc pour moi, c'est vraiment incompréhensible ce trade-up. Donc, et puis comme l'a évoqué Alexandre, bien sûr, t'envoies un premier tour l'année prochaine, ce qui est absolument énorme dans la balance. Et voilà. J'ai beaucoup de mal avec ce move-là. Par contre, effectivement, le double choix de running back, Tutten et Allen, c'est bien parce qu'ils vont être ultra complémentaires. C'est vrai que Etienne a l'air un petit peu en bout de course, malheureusement. Mais c'est vraiment deux joueurs qui sont relativement opposés au niveau de la corpulence. Et c'est plutôt bien parce que Liam Cohen, donc le nouveau head coach, avait réussi à mettre quand même en place un bon jeu au sol l'année dernière avec les Buccaneers. On peut penser qu'il va tenter de reproduire un petit peu le même schéma de jeu cette année avec les Jacks, donc avec un jeu au sol un petit peu plus dominant que ce que ça a été sur les années précédentes. Donc voilà, en ce sens en tout cas, je trouve que ces deux joueurs-là font complètement sens dans ce que veut mettre en place Liam Cohen. Mais Antoine, du coup, je te laisse évoquer la draft et tu peux te faire complètement plaisir. On a 2 heures devant nous, n'hésite pas. Je vais me faire plaisir, mais je vais essayer de pas faire de redite par rapport à ce que vous avez fait, parce que du coup c'est très très complet et ça se rapproche complètement de mon avis personnel. Moi, le trade, en fait, ce qui me gêne, c'est toujours pareil, c'est ce premier tour, parce que je considère que tu donnes déjà un premier tour, bon c'est logique puisque tu t'échanges de place, ton deuxième tour, et encore l'année prochaine alors que tu fais que 3 places, parce que, et si je dis pas de bêtises, cette année au premier tour, je crois que c'est les Falcons qui sont montés, et j'ai eu l'impression, en tout cas, c'est peut-être faux, mais j'ai eu l'impression qu'ils ont quand même moins donné que ce que nous on a donné pour monter que de 3 places. Les rumeurs c'était, enfin c'est même pas des rumeurs, c'était ils ont mis 2 semaines, les deux front office entre les Jaguars et les Browns ont mis 2 semaines à... Enfin, ça faisait 2 semaines qu'ils étaient d'accord sur... sur la compensation, sur le trade et tout. Ok. Et moi, je trouve ça fou de se dire, t'es obligé de mettre un premier tour de l'année prochaine pour que ton partenaire de trade te dise, allez, vas-y. Mais finalement, si ça se trouve, il y avait personne d'autre qui voulait monter en 2. Donc tu te bats contre finalement rien, puisque finalement
les Browns ont peut-être dit attendez, j'ai quelqu'un qui veut qui veut absolument monter en 2, venez, et donc ils ont fait monter les enchères. Est-ce que c'était la peine de le faire pour Travis Hunter? J'espère, mais je suis quand même pas convaincu, parce que je trouve que c'est le package. En fait, tu m'aurais dit, on a choisi le premier de cette année, le deuxième de cette année. Ok. Bon, même pour Travis Hunter, oui, je suis pas d'accord avec le choix. Ok. Le prochain, celui de l'année prochaine, alors là, par contre, il va falloir que soit Travis Hunter, il excelle, vraiment, soit que, est-ce que je souhaite pas, Mason Graham soit un bust, ce que je ne souhaite pas, parce que dans les mock drafts, des comptes fans FR, j'avais pris justement Mason Graham. Quand je l'ai vu qu'en 5 il y avait Mason Graham, j'ai dit bah super, j'avais le bon joueur, mais j'avais pas la bonne équipe. Et j'avais un peu les boules parce que, comme a dit Alex et Topea, c'était pour moi le besoin principal, c'était la defensive line et l'intérieur de la defensive line. Parce que je me doute bien que Trevon Walker, on va pas le décaler à l'intérieur. Il va rester en tant que defensive end, même si je trouve que c'est pas forcément là où il est le mieux. Et du coup, je me suis dit, il y a un trou béant à cette position-là. Allez, ils vont faire le bon choix. Pour une fois, je vais pas me tromper dans les prédictions que je vais faire des Jaguars. Ils vont prendre Mason Graham. Pas du tout. Et comme l'a dit Alex tout à l'heure, moi j'ai beaucoup de mal avec le double plateau. J'ai des collègues qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en NCAA, de trick play pour pas les citer, qui eux regardent les matchs de NCAA toute l'année, qui ont vu Colorado souvent, et qui m'ont dit, et qui eux ont joué ou jouent actuellement au foot, qui me disent mais double plateau c'est pas possible. À un petit niveau en régional en France c'est déjà compliqué. En NCAA, c'est le niveau au-dessus, c'est encore plus compliqué, mais en NFL, c'est quasiment impossible. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Pas forcément sur le principe, mais t'as double playbook. C'est-à-dire que t'as 2 fois plus de travail alors que t'es un rookie qui, du coup, découvre le monde de la NFL avec tous les à côté que ça contient. Et en plus de ça, tu te rajoutes un nouveau playbook offensif et défensif. Ensuite, au niveau de la récupération à Colorado, je crois que, si je dis pas de bêtises, il commençait à s'entraîner le mercredi. Ouais, c'est ça, il avait 2 ou 3 jours de récup, ouais. Du coup, ça veut dire qu'en NFL, tu vas faire quoi? Tu vas commencer à t'entraîner le mercredi. Mais quand est-ce que tu vas progresser techniquement, du coup? Quand est-ce que tu vas progresser tactiquement? Quand est-ce que... Parce que le repos, c'est cool, hein, mais quand est-ce que tu vas être avec tes collègues pour faire des reps à l'entraînement, pour mentalement dire... Alors c'est ça le boulot de wide receiver, c'est ça le boulot de cornerback. Pour moi, j'espère me tromper, mais je ne comprends pas et je ne valide pas ce choix. En plus de ça, comme je t'ai dit, avec le trade, c'est encore pire, parce que c'est pas... Comment dire ça? C'est pas ce dont la franchise avait besoin à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la franchise avait besoin de poser des bases, parce qu'on sort d'un cycle qui n'était pas bon. C'est l'occasion de dire ok, maintenant on fait des bases stables, on construit les lignes, et en fait là ça va à l'inverse de moi, ce qui est ma philosophie pour construire un roster. Je suis pas GM, hein, mais ma philosophie pour construire un roster NFL, t'as des lignes solides, t'as des postes qui sont remplis par des joueurs compétents qui ont du talent, t'as un petit peu de profondeur si tu peux, et après tu vois sur des options, des mecs qui font des trucs de fou, tu vois, genre je sais pas moi, j'ai une bêtise, Justin Jefferson. Ouais, mais d'abord t'as construit ta ligne, t'as vu des gros D-line, des gros linebackers, et puis bon bah tiens, t'as un mec générationnel, ok, pourquoi pas. Mais pour moi, Travis Hunter ne sera pas Justin Jefferson, je le souhaite, hein, mais pour moi ça ne le sera pas. Ça sera pas non plus Darrell Revis, je sais pas, je prends un cornerback comme ça, tu vois. Et du coup, ça reste quoi? Potentiellement un cornerback 2 ou un wide receiver 2. Est-ce que tu prends un deuxième choix pour un wide receiver 2 ou un cornerback 2? Moi, j'ai tendance à dire que non. Apparemment, Gladstone dit oui. Moi, je suis aussi biaisé parce que je vois mes collègues
et je vois par le prisme français, et je suis complètement déconnecté du prisme américain, comme tu as dit Mm. Alex, où ils sont tous hypés par ces générationnels. C'est moi juste, on a été échaudé parce que on a dit que Trevor Lawrence était un prospect générationnel. Je l'adore, c'est un de mes joueurs préférés, je le défendrai jusqu'à ce qu'il se parte des Jaguars, mais il n'a pas, pour l'instant, le niveau d'un prospect générationnel. Pour moi, un prospect générationnel, c'est même trompeur comme appellation parce que ça n'existe pas finalement. C'est une génération, ça veut dire quoi? Enfin, tu vois, c'est. Et du coup, toutes les médias, toute la hype, je suis complètement déconnecté de cette vision. Il y en a, je sais, parmi les fans français des Jaguars qui ont ce truc de dire ah ouais, c'est trop bien, je voulais Travis Hunter, moi pas. Après, tu sais que voilà, si tu le prends clairement sur le potentiel. Le Ouais, potentiel, si tout se passe bien et que tu arrives à bien le développer, et, bah, ça peut être un joueur exceptionnel. Le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de précédent avec lui et que pour l'instant, il a réussi à repousser les barrières à chaque fois qu'il a mis un pied sur un terrain. Donc, je pense qu'il y a un côté d'une partie comment dire, de l'auditoire qui espère qu'il va repousser encore les limites en NFL. Et honnêtement, je pense que personne ici entre nous et ceux qui écoutent le podcast n'a la réponse. Moi, personnellement, je pense que c'est compliqué. J'ai des doutes, mais j'ai pas envie de te dire non parce que peut-être le mec, d'ici la fin de sa première saison, on va tous être là et on va se dire, mais en fait, c'est possible et il le fait, mais à un niveau incroyable. Alors après, moi, je pense que dans un premier temps, il va pas jouer 100% de chaque snap en offense et en défense. Pour moi, ça, c'est impossible. T'en parlais tout à l'heure. C'est impossible. Par contre, je pense que il va être un joueur sur lequel tu vas l'attendre beaucoup à des moments clés des matchs, c'est-à-dire notamment des troisièmes tentatives, des quatrièmes tentatives. Par exemple, en tant que cornerback, tu vas peut-être pas le faire jouer sur la première à chaque fois, ou quand c'est un jeu de course qui va être annoncé. Par contre, quand tu sais que l'équipe en face, si c'est une deuxième et 15 ou une troisième et 11, voilà, tu sais que ça va lancer le ballon et tu sais que bah, Travis Hunter est excellent pour repérer le ballon dans les airs et pour créer des turnovers. Donc voilà, ça va être sur cette petite utilisation-là que je pense en tant que cornerback qui va être utilisé. Et en tant que receveur, ça va être un peu ton gadget parce que en soi, tu as quand même un Brian Thomas qui est ton arme numéro 1. On n'en a pas parlé, mais Joey Brown est arrivé durant l'off-season, mais c'est quand même un joueur qui sait attaquer la profondeur. Donc tu vas pas non plus demander à Travis Hunter de jouer sur cet aspect-là systématiquement. Donc Travis Hunter va pouvoir se balader de droite à gauche, avoir son petit rôle, avoir ses petites passes, avoir ses petites screens. Il est très bon sur le yard after catch, donc tu vas l'utiliser sur des situations comme ça où tu lui demandes pas d'avoir un arbre de tracé ultra complet, ultra développé et tout, comme peut l'avoir un Brian Thomas. Mais voilà, ça va être pour l'instant, je pense, dans un premier temps, le temps qu'il s'acclimate à la NFL et au physique aussi que la NFL demande. Tu vas l'utiliser, je pense, sur voilà, à peu près dans le range 70% des snaps en offense et du 60 en défense. Et t'espères d'avoir quand même quelque chose, statistiquement parlant, et aussi comment dire, dans l'impression visuelle, ou que ce soit un joueur qui te crée des plays, qui c'est vraiment une big play un peu machine, comme il a pu le faire à Colorado, où il a quand même une production, que ce soit en tant que cornerback ou en tant que receveur, qui est quand même indéniable, et ça on pourra jamais lui enlever. Donc voilà, moi je pense que Gladstone a eu un coup de cœur sur ça et qui s'est dit bon bah on manque de turnover en défense et en attaque on manque de comment dire de star power, donc allons chercher le gars qui a le plus gros star power de cette draft en Travis Hunter, et c'est ce qui s'est passé. moi le truc que je rajouterais c'est deux choses. Moi j'ai quand même un peu peur qu'il soit un peu ciblé parce qu'il arrive quand même avec pas forcément de son fait, mais une réputation. Il y a tout le cirque avec ouais, il va faire double plateau. Moi j'ai peur qu'un défenseur un peu rugueux, bon il n'y a plus Vontaze Perfect, mais genre un mec un peu fêlé ou quoi, il va dire oh là là, toi, t'as de la réputation là, tu es un petit rookie là, je vais te rentrer dedans, et que du coup, toute la saison ils se prennent des coups que peut-être un autre rookie prendrait pas en fait. Peut-être que que je dis des bêtises, que je me trompe, mais j'ai quand même peur de ce côté-là. Et deuxième point aussi, moi qui me gêne un peu, c'est la franchise des Jaguars n'a pas réputation et n'a pas l'historique de développer correctement ses propres joueurs. Et j'espère que potentiellement ça peut être le premier d'une lignée, mais des mecs qui font des excellentes saisons rookies comme Brian Thomas et qui après derrière sont pas capables
de leur faute ou de la faute de la franchise de confirmer. Il y en a des tas. Il y avait Justin Blackmon, Jalen Ramsey, c'est un peu différent, mais qu'il est quand même parti. Et on n'a pas l'historique d'une franchise qui développe ses propres joueurs et qui réussit à construire un roster de très haut niveau à partir de ses propres joueurs. Donc j'espère que ça va être le premier d'un cercle, d'une lignée. Mais l'histoire me dit pas, me donne pas confiance en fait dans le fait de pouvoir développer en plus une espèce de licorne. Tu vois, il serait tombé dans les Ravens ou genre un club, une franchise où t'as des mecs qui ont réussi, qui sont sortis de là, qui ont progressé, qui ont... Ouais, ok, comment dire ça, t'as le terreau pour faire que ton arbre, que ton joueur, il puisse grandir dans les meilleures conditions possibles. Nous, on n'a pas cette historique-là, et en plus de ça, on se rajoute l'inconvénient de en fait, finalement, en plus de ça, il va faire double plateau potentiellement. Waouh, je trouve que ça fait beaucoup pour un seul homme, pour une seule intersaison, pour un nouveau GM. Tout ça mis bout à bout, je me dis, ça n'a pas intérêt à foirer, parce que là, si ça foire, par contre, ça veut dire que la franchise, elle recule de 3-4 ans, quoi, parce que tu vois, t'as plus cette chance de dire ok, je construis, ok, je me patiemment, quoi. Non, là, faut que ça clique dans les 2 ans, faut que soit c'est un super cornerback, soit c'est un super wide receiver, soit c'est un mec qui peut jouer les 2 positions à des niveaux de starter, déjà, ça sera déjà pas mal. Et si c'est pas ça, ça va te faire très très mal, je trouve, en termes de développement, en termes de tout, en fait, sportivement, ça va être très compliqué, quoi. Complètement. Et ça, effectivement, ça sera l'avenir immédiat et l'avenir un petit peu plus lointain qui pourra donner raison ou tort à Gladstone et puis au coaching staff. Mais on en parle. Donc ça veut dire que déjà potentiellement, c'est-à-dire qu'ils ont un peu réussi leur coup. C'est vrai que le marché de Jacksonville est peut-être pas le plus attirant, et d'avoir un petit peu, comme tu évoquais Antoine, une licorne comme ça, tu sais que derrière, ça va tirer peut-être aussi un petit peu plus de lumière. Alors, je pense pas qu'ils font ça que pour ça, mais c'est vrai qu'on en a aussi beaucoup parlé et que ça peut jouer également dans ce choix-là. Donc, à voir effectivement s'ils arrivent à le mettre que sur une seule position, à le faire jouer 2, à le cramer ou pas le cramer justement. Les Jags, en plus d'avoir changé leur coaching staff, vont être une équipe un petit peu intéressante et un petit peu hype à regarder aussi parce qu'il y a Travis Hunter. Donc ça peut aussi apporter ce côté-là du tiens, voilà, on existe enfin en Floride malgré le nombre énorme de franchises NFL qu'il y a dans cet état-là. Voilà, ça met aussi un petit peu de lumière dessus, outre le talent présumé, en tout cas envisagé par le GM de Travis Hunter. Ça tombe bien, on va pouvoir aller justement sur le calendrier 2025 et voir un petit peu ce que l'ami Travis va pouvoir apporter à l'équipe et ce qui va apporter un petit peu plus de victoires. Regardez-moi ça, cette très très belle affiche. J'ai complètement oublié le nom du TikToker qui a fait ça, mais Ashton Hall, je crois. Au final, voilà. Vous pourrez aller voir ses stats universitaires qui sont infâmes. Mais parlons football américain et parlons calendrier. Je vous laisse calculer pour vous, en tout cas, le prévisionnel du bilan des Jaguars pour la saison à venir. En tout cas, du côté de Jacksonville, donc vous allez recevoir à domicile les Panthers en première semaine. Vous allez vous déplacer pour une victoire, évidemment, puisqu'on est dans les 2 premières semaines, les Cincinnati Bengals. À domicile, les Texans, à l'extérieur, les Niners, donc à l'opposé, je dirais, des États-Unis. Vous enchaînez avec des très gros guillemets 3 matchs à domicile, puisque vous avez les Chiefs et les Seahawks à Jacksonville et ensuite les Rams à Londres, à Wembley cette saison. La bye week, 2 matchs à l'extérieur avec les Raiders et les Texans. Ensuite à domicile, puis à l'extérieur, Chargers et Cardinals. À l'extérieur de nouveau, les Titans. 2 matchs à domicile ensuite, les Colts et les Jets. 2 matchs à l'extérieur, 21 et 28 décembre, chez les Broncos et chez les Colts. Et vous finissez à domicile contre les Tennessee Titans. Alexandre, quel serait toi ton bilan prévisionnel pour 2025 ? Moi, je signe un petit peu entre 6 et 7, mais je pense que je dirais 7 victoires. Je vois quand même une progression parce que on espère en tout cas que Trevor Lawrence
ne se blesse pas à nouveau. Et j'ose espérer que le coordinateur offensif qui vient d'arriver en tant que coach, à savoir Liam Cohen, arrive à faire ce qu'il a fait avec Baker Mayfield, à savoir le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il progresse. Donc, personnellement, je pense que les deux, ça peut s'entendre, et je pense qu'il peut mettre une offense en place qui sied un petit peu aux qualités de Trevor Lawrence. Donc, d'un point de vue offensif du ballon, je pense que voilà, il y a de la qualité, on l'a vu, ils ont renforcé la O-line aussi. En défense, ils ont renforcé le backfield défensif, on verra ça. Je pense que ça Quand va être même. peut-être un peu le facteur X sur cette défense durant cette saison. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même encore pas mal de trous et encore trop d'incertitudes. Voilà, on en a parlé depuis tout à l'heure, mais Travis Hunter, c'est une grosse incertitude. Ton jeu au sol, ça va être une incertitude aussi pour moi. Tank Bixby, il faudra qu'il prenne le rôle de numéro 1. On sait que Travis Etienne, on n'en a pas trop parlé, mais c'est pas bon signe si on n'en a pas trop parlé. C'est que justement, il n'a pas fait une très bonne saison et que je pense que ça sonne la fin de son aventure, en tout cas du côté des Jacksonville Jaguars. Donc, saison. Il y a un monde où si tout clique et tout marche, Jacksonville peut être une équipe qui se bat pour la division. Mais dans mon esprit, je pense qu'ils sont encore un petit peu trop courts cette année pour aller la chercher. Donc, pour moi, ce sera cette victoire. Ok. Pour toi, Antoine? Ben, je suis complètement d'accord avec Alex. J'étais en train de réfléchir. Pour moi, la division, on a la chance qu'elle soit pas forcément extraordinaire. C'est vrai. Euh, Alors, selon GG, il y a les Titans qui vont être en course pour la victoire de division, hein, donc, Alors, j'espère fortement qu'ils se trompent, parce que, alors, autant te dire que des adversaires de division, c'est vraiment les Titans qu'on déteste le plus à Jacksonville. Donc, tu vois, les Texans, bon, c'est relou. Les Colts, ouais, c'est un peu plus relou. Alors, les Titans, si vraiment ils gagnent la division, alors là, par contre, nous, on serait vraiment pas contents, parce que c'est vraiment l'adversaire qu'on déteste le plus. Du coup, moi, je pensais, ouais, pareil qu'Alex, 6 ou 7, je voyais bien des victoires contre les Colts, peut-être split contre les Titans, Cardinals, sans faire offense à leurs fans, je pense que c'est un petit peu prenable si tout se passe bien. Je voyais les Raiders aussi, parce que le poste de quarterback, c'est un peu l'inconnu. Par contre, la première partie du calendrier, ouais. waouh. Panthers, ouais, pour moi, c'est pas forcément un. Comment ça s'appelle? Un coin toss, enfin, c'est pas 50-50, Ouais, mais pas loin. Les Bengals, Joe Burrow, Jamar Chase, T. Higgins s'il reste, bref. Pour nous, c'est pas possible. Texans en début de saison, voilà. Le cross-country de San Francisco, non. Chiefs, on n'en parle pas. Seahawks en fonction du quarterback et du début de saison. Mais voilà, du coup, 7 dans un monde optimiste où, genre, sur un malentendu, on en prend un. Peut-être pousser jusqu'à 8, mais pas plus, quoi. Clairement, ça sera une super saison. Clairement, si on fait 8, je suis très très content. Franchement, déjà, si vous arrivez à 3 victoires à la bye week, moi je trouve déjà c'est plutôt une Ah bonne oui. chose. Hein. Le 3 Franchement, tu victoires à regardes la le bye week, je sais calendrier, pas. tu tapes les Rams juste avant la bye week aussi. Moi, je Franchement, trouve on va faire que, du coup, l'avantage des Rams, c'est que ils sont côte ouest, donc enfin, tu Oui. rajoutes peut-être encore plus de trajets, sachant que les joueurs, globalement, le roster il est assez similaire à l'année dernière, donc ils ont peut-être un peu plus de connaissances de comment tu t'adaptes au jet lag, comment tu fais la logistique et tout ça. Donc peut-être qu'on a un micro avantage par rapport à ça, parce qu'on a l'habitude d'y aller. Et en plus de ça, eux, ils sont sur la côte ouest, donc comme j'ai dit, donc c'est encore plus loin. Donc peut-être que sur ce côté physique, sur un malentendu, tu vois, ça serait une équipe qui a l'habitude de venir, ou qui est déjà venue l'année dernière. Bon, mais les Rams, peut-être l'inconnu. Mais 3 victoires à la bye week, je signe direct. Du coup, par contre, le plancher, là, franchement, au vu du calendrier, si on fait moins de 4, je serais un peu déçu quand même, tu vois. Donc, je me dis, ouais, je m'attends peut-être 6-7, optimiste 8, et vraiment très pessimiste. Ça veut dire que tout va mal. Je sais pas moi, Trevor se pète au premier match. Je sais pas moi, tout le monde se fait les croisés, tout ça. Un ou deux, quoi, minimum. Franchement, vu le calendrier, si on gagne pas 3
3 matchs, franchement, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et tout va mal, quoi. Mais ouais, plancher 3 et plafond 7,5, quoi. Mais ce qui serait déjà pas mal, je trouve. 7,5, En c'est 7, oui. Hein. Tu peux compter sur Al-Shahir en week 3 pour aller dégommer Trevor Lawrence. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, du coup. Les Rams, sur la semaine avant Londres, ils jouent à Baltimore. Donc, il y a une micro Ouais, chance qu'ils ne effectivement. retournent pas sur la côte ouest et Ouais. qu'ils prennent l'avion directement en Angleterre. Alors, du coup, C'est une possibilité. Mais, Ouais. ouais, j'ai pas calculé. Effectivement, c'est vrai qu'une saison à 7-8 victoires, ça serait positif. Vous n'avez pas un calendrier extrêmement facile, en tout cas pour débuter. Sur le papier, en tout cas, la suite est un petit peu plus abordable, mais en même temps, c'est vrai que si vous êtes à 0-7 à la bye week, ce qui est clairement pas inenvisageable malheureusement, derrière, pour réussir à se motiver et à enchaîner les matchs qui sont normalement abordables et face à des équipes qui seraient peut-être aussi dans un move un petit peu plus positif, c'est compliqué. C'est vrai que si tu avais inversé un petit peu le calendrier et que tu finissais malheureusement par les Bengals, Texans, Niners, Chiefs, Seahawks, bon, tu vois, tu n'as pas forcément la même narrative là-dessus. Là, de débuter par ces équipes, alors j'ai dit sur ton rigolade, mais c'est vrai que les Bengals, sur les 2 premiers matchs, ils ont toujours un bilan famélique en nombre de victoires. Zach Taylor est toujours leur head coach, donc il y a toujours cette possibilité-là, malheureusement pour eux. Mais c'est vrai que quand tu commences à espérer ce genre de comment dire, d'événement, donc c'est vrai que c'est pas très optimiste. En même temps, il faut être aussi réaliste sur la qualité, malheureusement, de l'effectif actuel par rapport aux adversaires. Comme j'ai évoqué, vous rencontrez aussi des divisions un petit peu compliquées par moment. Les Cardinals, je te rejoins un petit peu. En fait, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec eux. Et je pense qu'au 23 novembre, on aura un petit peu plus de certitude de leur côté. Et peut-être que justement, eux seront dans une vibe extrêmement positive. Donc, ouais, bilan 6-7 de mon côté pour les Jags. Ce qui serait pas mal parce que vous êtes fini à 4 victoires cette saison malgré tout. Mais comme je l'ai évoqué sur une émission précédente, je sais plus, avec les Titans justement, ce qui va être important pour vous, hein, pour les Jags, pour moi en tout cas, ça sera la progression de l'équipe. Voir comment Travis Hunter s'incorpore, voir que Trevor Lawrence s'améliore également avec un nouveau coaching staff, de voir qu'il y a des choses qui sont mises en place. Et la deuxième off-season avec ce nouveau general manager, avec ce nouveau coaching staff, sera beaucoup plus important que cette saison, je trouve, si justement il y a des points extrêmement positifs de la saison 2025 sur lesquels vous pourrez derrière vous appuyer pour enchaîner sur la 2026 et pouvoir finalement espérer un retour en playoff. Donc c'est un peu ma vision malheureusement des Jags où faut peut-être attendre encore une année et puis avoir une vision un petit peu sur 2 ans pour voir vraiment l'équipe revenir à l'endroit où ils étaient il y a ne serait-ce que 1 an et demi ou 2 ans quand ils étaient en playoff contre les Chargers. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas forcément dit, mais je trouve que, je te rejoins complètement. Pour moi, c'est Gladstone, il a fait table rase, en fait. Khan a fait table rase. Oui. Et tu peux pas attendre en année 1 d'un projet de reconstruction quasiment totale, même si du coup le roster est pas en reconstruction totale, mais l'ambiance, l'énergie de la franchise, et en année 1 de te dire ah ouais, je vais avoir des résultats. Non, c'est pas possible. Ça se construit une alchimie, une culture, parce que c'est ça, Tony Boselli, il a surtout insisté là-dessus, c'est la culture de la franchise, et une culture comme à Baltimore, comme dans d'autres franchises qui sont toujours un peu en haut du panier, les Bills, Oui. les Chiefs, ça se construit. C'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, même si effectivement les détracteurs ou les suiveurs de NFL vont dire Trevor Lawrence, mon gars, ça fait 5 ans qu'il est là. Oui, je suis d'accord. Mais t'as une construction de culture en cours. Donc cette année, j'aurais beaucoup plus de tolérance et de patience avec ce qui peut mal se passer, plutôt que les années d'avant où t'avais déjà Peterson en année 2 ou 3, je sais plus, Balky en année 4. T'as pas la même patience en fait. Tu dis non, les gars, vous travaillez ensemble depuis 2 ans, vous travaillez ensemble depuis 3 ans, c'est pas normal qu'il y ait des choses comme ça qui se passent. Par contre, en année 1, même s'il y a des choix que je valide pas forcément sportivement, il faut quand même laisser le temps à l'alchimie de se faire. Donc moi je trouve que je ferai un bilan peut-être en 2027 quand
Ouais. La première année rookie, on l'a vu avec Trevor Lawrence, quand tu as un coach qui est Urban Meyer, pour moi, à partir de ce moment-là, on a gâché le début de carrière de Trevor Lawrence parce que c'est comme s'il n'avait pas eu d'année 1 en fait. Et alors que c'est l'année la plus importante de ta carrière, parce que les rookies, c'est là où tu mets en place tout ce que tu vas faire comme procédure, comme tout quoi. Et on l'a gâché, et ça sera jamais rattrapable dans la carrière de Trevor. Eh ben j'aimerais bien que là, on se dise, ok, on a une licorne, on va faire les choses bien, et on va prendre le temps de dire, ok, l'année 1, c'est les bases, c'est les fondations de ce qu'on va faire après. Mais j'attends pas un résultat genre 12 victoires. Non, je veux déjà qu'on construise ce qu'on n'a pas réussi à faire sur les 2 head coachs précédents, construire quelque chose, une culture, et ça prend du temps. La première année, on verra. Par contre, en début d'année 2, Travis Hunter, pardon, il doit commencer à montrer des choses. Si la première année, c'est normal, c'est rookie, ok. Par contre, deuxième année, autre chose, troisième année, alors là, par contre, s'il n'y a pas de résultat année 3, là, par contre, c'est que le projet, en tout cas pour moi, à mon avis personnel, c'est que le projet, ça va pas dans la bonne direction. Donc, c'est malheureux parce que j'ai l'impression que je dis ça tous les 2-3 ans, mais là, je vais laisser un peu de temps, au moins un an, parce que c'est de l'inconnu en fait. On sait pas ce que ça donne d'avoir Travis Hunter, on sait pas ce que ça donne d'avoir un nouveau GM, on sait pas ce que ça donne d'avoir un VP. Tout est finalement une feuille blanche alors qu'on avait un roster qui était déjà là avec un franchise quarterback. Donc si tu donnes pas du temps, ça veut dire que tu n'auras jamais la patience de donner du temps. Et j'espère que Khan, il a été suffisamment patient alors qu'il ne le fallait pas. J'espère que là, il va être patient parce que là, maintenant, il le faut. Cette année, il faut être patient. Et il faut laisser construire. Et il faut laisser peut-être Gladstone faire des conneries ou des erreurs pour qu'il puisse aussi, lui, prendre son rôle bien en main et dire, ok, l'année 1, j'ai fait ça. L'année 2, je sais que j'ai fait des erreurs là-dessus, sur ce point-là. T'inquiète, je vais m'améliorer, je vais faire ça l'année 2. Et j'espère, en tout cas, que c'est un plan qui va se dérouler sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais qu'au moins, l'année 1, ok, on va peut-être faire des erreurs, mais on va se battre. Et on va aussi influer une nouvelle culture, parce que franchement, c'est épuisant quoi, de se dire, comme tu as dit Alex tout à l'heure, ouais, en décembre, la saison elle est finie. Et t'as des petites étincelles, 2017, 2007, on va en playoff, 2022, et puis c'est tout quoi. Et puis après t'as un marasme pendant 5 ans. C'est cool. La patience, nous on la connaît, hein, parce que on a tellement souffert que de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? Ça ne fait plus rien. En fait. Oui, c'est ça. Soyons patients en fait. Et on n'est pas les seuls. Je dis pas qu'on est Imagine-nous. souffrir. Imagine-nous. T'es supporter de qui déjà? Riders. Je compatis. Je sais qu'on n'est pas les seuls. Mais là, franchement, s'il y a bien une année où il faut être patient, c'est cette année quoi. Top, et ben on a hâte de voir ça, effectivement, comme je l'ai évoqué, c'est une équipe qui va être scrutée par les suiveurs de la NFL, même si on n'est pas supporter des Jacks, c'est vrai que voilà, il y a un petit peu de strass et de paillettes, et puis de la reconstruction, et puis nouveau coaching staff, donc ouais, ça va être extrêmement intéressant, comme tu as évoqué en plus Antoine, dans une division ouverte / abordable, en tout cas pas la plus violente de NFL, donc ça laisse aussi des petites possibilités si, on l'a dit pour beaucoup d'équipes, mais effectivement, si tout clique, pourquoi pas. Ça peut être extrêmement intéressant. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, messieurs? On est bon. Merci beaucoup. Je rappelle, pour le front office, en tout cas, vous pouvez nous suivre sur Twitter X, Blue Sky, Threads, Instagram, YouTube et Twitch. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et sur Twitch, partout @le front office, et de rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait. C'est là où on évoque beaucoup de choses. La signature d'un ancien cornerback des Packers qui est maintenant au Ravens. Ça vous situe à peu près la date de l'enregistrement. Voilà, toutes ces infos sont extrêmement partagées sur le Discord, donc généralement vous n'êtes jamais trop en retard sur les infos NFL. Et puis pour toi, Antoine, vous pouvez le retrouver sur @JaguarsFrance. Voilà. Il y a beaucoup d'abonnés, il y a des infos qui sont diffusées dessus. Donc voilà, si vous avez une petite appétence pour les Jacks, n'hésitez pas à aller le suivre. Ça fait toujours plaisir. Merci Antoine. Merci à vous. Et puis à l'année prochaine.
Ah non, il avait dit 2027, je crois. Il avait dit... Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Faut attendre 2 ans maintenant. On te réinvite dans 2 ans. Merci, merci Alexandre également. Merci. Ça. On se retrouve demain avec les Chicago Bears. On finit cette semaine un petit peu de l'enfer, puisque sur les 5 équipes qui ont été faites sur les intersaisons, les 5 ont été dans le top 10 de la dernière draft. Donc voilà, on va pouvoir à un moment donné parler des équipes qui ont été un petit peu plus haut dans la draft. Mais voilà, fallait passer par ces équipes, malheureusement. Et je suis bien passé par le savoir, vu la première équipe qui a été faite au début de semaine. Et on va espérer que ces équipes remontent un petit peu dans la draft. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toutes et à tous. Bonne Merci à écoute. Le matin, le soir, l'après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football!